Quand un policier a commencé à chanter, personne n'était prêt pour la fin. La phrase resta collée à l'air comme une promesse impossible, mais au moment où elle s'échappa dans l'opéra de la ville, elle n'était encore que l'écho d'un autre moment, la petite voix de Clémence, accrochée à une guitare dont une corde n'en finissait plus de chanter faux. Avant que les projecteurs ne s'allument et que le public ne retienne son souffle, il y avait la lumière blafarde d'un matin de septembre, des miettes de pain sur un parapet et l'habitude d'une fillette qui savait comment se rendre presque invisible sans jamais être muette. Clémence avait 10 ans cette année-là, mais l'hiver lui avait déjà appris la rudesse de plusieurs vies. Elle connaissait le poids d'un sac plastique au matin, la sensation du carton humide sous le dos et la façon de trouver la meilleure place pour dormir qui ne soit ni trop exposée, ni trop isolée des passants. Ce qu'elle aimait le plus, c'était la guitare, une vieille caisse aux coins abîmés, une patte manquante de vernis près du chevalet, un fil noué qui remplaçait une corde cassée. Elle l'avait trouvée çà et là, réparée avec des bouts de ficelle et des mains qui savaient à peine attacher un nœud. Mais quand ses doigts effleuraient les cordes, la mauvaise brillance du bois disparaissait. Sa voix et sa guitare formaient une sorte de promesse que même la rue ne parvenait pas entièrement à effriter. Elle chantait sous le porche d'un bâtiment administratif, là où un flux de gens marchait sans regarder en arrière. Les passants qui la remarquaient la donnaient parfois un peu de monnaie, plus souvent une expression que Clémence apprenait à lire et à ignorer, pitié, gêne, curiosité. Parmi eux, il y avait Julien, cireur de chaussures d'un trottoir voisin, qui était devenu son frère de rue. Julien avait 15 ans et une loyauté sans mesure. Il connaissait chaque recoin où l'on pouvait cacher 2 baguettes, chaque banc où laisser une guitare sans qu'on la prenne. Il était le premier public de Clémence, ses applaudissements toujours un peu trop forts, ses conseils souvent maladroits mais sincères. La carte arriva un jour de pluie. Pas une carte comme on l'imagine, cartonnée et brillante, mais un petit carton au bord décoloré, tombé d'une enveloppe qu'un livreur avait laissée sur un banc. Une main adulte avait griffonné un nom, une adresse de studio et une date, l'invitation pour le concours télévisé dont les affiches clignotaient depuis des semaines aux arrêts de bus. C'était l'équivalent d'une fenêtre entr'ouverte sur un monde qui n'était pas le leur, un billet pour entrer sous les projecteurs. Julien la trouva en premier et la glissa sans bruit dans le sac de Clémence comme on glisse un secret précieux. « Tu y vas ?» demanda-t-il, le soir, en offrant une miche refroidie. Clémence froissa la carte entre ses doigts. Le papier se pliait mais ne se fendit pas. « J'y vais », dit-elle. La voix n'était pas pleine d'assurance. Elle savait trop bien que les portes ne s'ouvraient pas simplement parce qu'on frappait. Mais la carte portait quelque chose d'irréfutable. Un an, un lieu, un rendez-vous possible avec quelque chose qu'elle n'avait jamais osé nommer autrement que la scène. Le couple qui changea la suite de ses jours, pour un instant ou pour toujours, était arrivé comme un souffle chaud au milieu d'un automne frais. Léa allait à un rendez-vous d'affaires, Pierre la suivait, sourire discret, costume neutre. Il s'était arrêté parce que la voix de Clémence s'était infiltrée dans leur conversation et l'avait arrêté. Léa, qui avait le regard d'une femme habituée à écouter les détails que les autres laissaient échapper, s'était penchée vers la fillette comme on se penche pour ramasser une fleur que l'on voudrait préserver. « Elle chante, » dit Léa, « écoute. » Pierre l'écouta. Il avait une façon d'observer sans juger, un pli au coin des yeux qui trahissait la fatigue d'un métier fait d'ombre. Une lumière discrète glintait à sa ceinture, comme si un petit soleil s'était installé à cet endroit précis, un badge quand on y prêtait attention. Rien d'une imposante armure policière, plutôt la présence d'un homme qui avait parfois l'uniforme et parfois la civilité comme seul vêtement. Ils s'approchèrent, donnèrent un peu d'argent, mais surtout Léa offrit un thermos de café et une proposition. « Il y a une audition demain, pour un concours. Nous sommes allés une fois à un enregistrement. Si tu veux, nous pouvons t'aider à y aller. » Aider, ce mot simple ouvrait la porte d'une autre langue que Clémence ne maîtrisait pas encore. Elle accepta, les mains tremblantes, parce qu'il y avait cette soif de croire qu'une voix suffit parfois à faire changer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Julien cligna des yeux, comme s'il voyait la possibilité d'un futur où il n'y aurait plus à compter la pluie. Il y avait derrière la proposition une autre figure qui brillait comme un pôle aimant. Martin. Son nom était sur toutes les affiches, pinté en lettres néant. Il était le producteur, le propriétaire du concours et celui qui décidait des moments, ces petites scènes fabriquées pour émouvoir, pour choquer, pour rendre virales. Martin avait appris à mesurer la tension et à la vendre. À ses côtés se tenait Amandine, une candidate au sourire calculé, habituée aux caméras et aux interviews polies. Là où Martin voyait une occasion, Amandine voyait une avancée sur la rampe des médias. L'invitation prit une forme plus concrète après quelques jours de préparation domestique dans le petit appartement de Léa et Pierre. Ils ne prétendaient pas à la grandeur, leurs moyens étaient modestes, mais la leur était une bonté discrète et organisée. Léa repassa la robe qu'on pourrait appeler décente pour une enfant qui n'en possédait pas, raccommoda le tissu usé et le fit sentir propre sans l'écraser de sa générosité. Pierre, d'une façon presque mécanique, lia les cheveux de Clémence en une queue de cheval qui semblait lui tenir la nuque plus droite. Ils la conduisirent au studio dans un silence plein de respect, un silence qui n'exige pas d'explication,
qui sait que quand une main tend quelque chose, on la prend. Le studio était un monde à part. Panneaux noirs, cabine, une bonne odeur de café trop fort et de décorum bruyant. Des techniciens allaient et venaient avec des cartes de visite cliquetantes. Là, Clémence devint une petite chose fragile, dans un univers fait pour faire briller des images. La chambre commune où logeaient les candidats était une cage dorée. Les lits étaient alignés, les valises ouvertes, les rires calculés. Pour Clémence, c'était une immense salle pleine d'échos nouveaux. Elle remarqua vite les regards différenciés. Certains étaient curieux et gentils, d'autres mesquins sans l'être tout à fait, et d'autres encore durs comme les néons. Amandine, avec son sourire organisé, fit une remarque au sujet de la robe, un gag destiné à écorner la confiance, assez pour semer la doute, mais pas assez pour être directement méchant. Cela suffit pour arracher un frisson à Clémence. Elle comprit que dans cet endroit, la compétition n'était pas seulement la voix, mais l'habitude de tenir son image. Les répétitions commencèrent. Clémence avait développé une habitude de chanter pour l'instant, pas pour la technique. Elle sentait les mots au fond de la gorge et les laissait monter, sans chercher à les polir. Les mentors adaptaient sa façon en phrases de coach. On lui conseillait de travailler la posture, le placement de la voix, de choisir un morceau qui toucherait un large public. Mais elle savait au fond d'elle que ce qui faisait pleurer quelqu'un dans la rue, cette fragilité nue, n'était pas facile à apprêter pour un plateau. Les jours qui suivirent furent un mélange d'éclat et d'appréhension. Julien la visitait chaque soir avec une boîte de quiche froide ou parfois un sandwich, des petites choses qu'il appelait des trésors de rue. Il lui racontait les potins du trottoir, les nouvelles couleurs des graffitis, la manière dont une vieille dame avait offert des gants. Ces instants offraient à Clémence un ancrage dans le monde qu'elle connaissait, évitant à sa voix de se perdre dans la mécanique du spectacle. Pourtant, une mécanique sautait peu à peu ses dents. Martin, dans ses rares apparitions, parlait très peu de musique et beaucoup de contenu. Il aimait définir des arcs, des ruptures, des moments qui feraient vibrer les courbes d'audience. Amandine, apprenant que Clémence venait d'un milieu modeste, sourit d'un air inventé et, sans parler de cruauté, la regarda comme si elle était un décor vivant, parfait pour un contraste. Il y eut des murmures, une ambiance de rue, disaient les producteurs, une jeune fille touchante. La télé avait besoin d'un récit simple, la sauvageonne transformée en étoile. Et où se construit le récit le plus efficace? Dans le contraste dramatique. Martin savait manier le contraste comme un sculpteur. Il polit certains détails, en accentuait d'autres. Il fit savoir qu'un passage fort serait nécessaire, un moment que le public retiendrait. Il parlait de souffle narratif. Personne ne dit le mot humiliateur, mais le mouvement se dessinait, et ceux qui voyaient plus loin, ceux qui avaient vécu, sentaient l'odeur du piège. Clémence, obstinée, travaillait pourtant. Elle choisit une chanson vieille que sa mère chantait parfois sur un banc, une berceuse imparfaite, à la mélodie simple mais pénétrante. C'était une chanson sans prétention, dont les paroles parlaient de lumière au bord d'un monde et de retrouvailles après la pluie. Elle pensait à la pluie souvent. Elle savait que la pluie rendait les pierres plus brillantes et que les larmes se confondaient parfois avec elle. Quand elle chantait cette berceuse, même le bruit du métro semblait s'adoucir. La veille du grand tournage, l'attention se concentra comme une hampe autour d'un bourgeon. Les techniciens vérifiaient les micros, les éclairages, les caméras faufilaient leurs yeux dans des rails de fer. Les candidats se poudraient des gestes nécessaires. Certains parlaient avec naturel, d'autres souriaient d'un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Pierre et Léa restèrent discrets mais constants. Ils vérifièrent que sa robe ne serait pas trop lourde, qu'elle aurait quelque chose à manger, que sa guitare tiendrait la route. Ils n'avaient pas d'agenda, ils avaient un instinct. La journée d'enregistrement s'annonçait comme une suite d'épreuves à la fois mécaniques et émotionnelles. La prod n'avait pas encore dit quel moment elle réservait. Martin gardait ses cartes serrées. Mais ailleurs, dans les coulisses, les caméras attendaient la perfection. Amandine, souriante, se posta à proximité et la salua d'un geste très contrôlé. Il y eut une froideur dans ce geste que Clémence sentit net comme un courant d'air. Le soir, l'arène se remplit. Les sièges semblaient applaudissements potentiels, et la salle avait cette odeur de costume et de parfum. Les caméras tournèrent, les micros grésillèrent, et l'animateur fit son entrée d'un pas large et assuré, apprêtant la soirée comme si l'émotion pouvait être commandée comme un menu. Le public, riche de petites attentes, se disposa à voir la transformation promise. Martin fit son apparition, tel un chef d'orchestre invisible, délivrant des consignes en mots feutrés, des pressions légères, un sourire contrôlé. Il aimait l'idée d'un crescendo. Il savait que la pièce maîtresse se jouerait quand la sympathie du public serait gagnée, et il pensa qu'une rupture, une humiliation calculée, aurait la vertu de rendre la victoire finale encore plus douce. Il en parla à Amandine d'un regard qui ne laissait rien de sa pensée. La salle posa son regard sur Clémence quand elle monta sur scène. Elle sentait ses mains moites sur la guitare,
Ses doigts qui trouvaient l'accord initial, comme on retrouve une pierre lancée dans un lac, par le petit choc. La lumière l'aveugla un instant, mais ce fut la note qui la guida. Elle commença à chanter. La berceuse s'élevait, à la fois fragile et décidée, comme si la chanson savait qu'elle devait tenir toute la place. Et puis, comme une traversée soudaine d'un vent froid, quelque chose se brisa de l'autre côté des gradins. Ce n'était pas un acclamement, mais un choix. Quelqu'un tira sur un seau, et la peinture, destinée à un effet spectaculaire, trouva sa trajectoire. Elle n'était pas noire, elle avait une couleur criarde, une nuance que l'on réserve aux caméras pour qu'elle se voie de loin. Le godet se renversa. Le liquide coula. Il traversa la scène comme une injustice liquide, effaçant une partie des couleurs et marquant une trace visible de mépris. Le bruit fut d'abord un clapotis, puis un silence suspendu, un soulèvement sans joie. Les rires idiots se glissèrent d'abord, nerveux, puis devint un grondement que personne ne s'y hâta d'arrêter. Ce qui devait choquer pour émouvoir provoquait l'inverse, la honte, la confusion, l'air qui devint pâteux. Clémence se figea un instant. La peinture coula le long de sa robe, menaçant d'alourdir sa voix, d'étouffer la mélodie qui flottait dans l'air. On pouvait lire dans ses yeux un calcul fulgurant. Fuir, pleurer, se coucher ou continuer. L'instinct prit le pas. Elle essuya avec le dos de la main la couleur qui la barbouillait, prit une longue inspiration et posa ses doigts sur la guitare. Et puis, de sa bouche, sortit la suite de la berceuse, plus forte, plus claire, comme si la voix décidait qu'elle aurait le dernier mot. C'est à ce moment-là qu'un petit mouvement se produisait sur la gauche de la scène, là où les agents de sécurité se tenaient en retrait. Pierre n'était pas en uniforme, il était dans la salle, présent comme spectateur et comme soutien. Mais on voyait, à la lueur d'un projecteur, le dessin familier d'un badge sous sa veste quand il bougea légèrement, un indice discret planté dans la narration. Il regarda d'abord, luisant d'un mélange de surprise et d'un quelque chose de plus ancien, un frisson qui traversait la mémoire. Puis, sans que personne ne s'y attende, il posa sa main sur le petit carnet qu'il gardait toujours avec lui. Il n'allait pas appeler. Les mots le quitteraient d'une autre manière. Il chanta, d'abord à voix basse, une phrase, comme pour couvrir un bruit indésirable. Sa voix était loin de l'autorité de son métier. Elle était douce et surprenante, presque timide. Quelque chose dans cette phrase, la façon dont il tenait la dernière syllabe, la manière dont le chant semblait usé par les nuits, fit que Léa cessa d'en respirer pour la première fois depuis le début de la soirée. Son regard disparut vers le vide, puis revint plus vite, comme si on lui avait demandé d'attraper un souvenir qui s'échappait. La mélodie qu'il fredonna était la même berceuse que Clémence avait choisie. Ce détail, d'abord imperceptible, creusa une faille dans l'ordre établi. Les rires se coupèrent. Les caméras continuèrent de tourner, sans comprendre encore que quelque chose de plus grand que le spectacle venait d'apparaître. La salle commença à tendre ses oreilles, distraite d'abord, puis attentive, comme si une voix inconnue avait demandé à tous de se souvenir. La peinture coulait toujours, mais la goutte d'encre sourde qui aurait pu étouffer la fille en train de chanter dut maintenant composer avec une autre force, la concordance des voix. Pierre poursuivit, un air à peine audible, et la phrase se colla à la chanson de Clémence. Ce n'était pas une imitation, mais une réponse, comme si deux rivières se rejoignaient pour créer une rive nouvelle. Les regards se tournèrent vers lui, d'abord surpris, puis intrigués. Au milieu de cette transformation, Martin fronça les sourcils. Il vit dans l'incident un retournement imprévu de sa mise en scène. La boucle qu'il avait conçue pour susciter l'émotion prenait une tournure qu'il n'avait pas prévue. Amandine, elle, recula d'un pas, comme si sa confiance venait d'être soufflée. Le public, divisé entre la moquerie et l'émotion naissante, se retrouva déchiqueté dans une attente qu'aucun de ses membres n'avait sollicitée, mais que tous reçurent néanmoins. Julien, resté dans les coulisses, regardait la scène comme si le temps s'était mis en apnée. Sa main serrait le morceau de pain qu'il n'avait pas encore offert. Il vit la peinture ignorer la beauté de la musique et la voir autrement, et il comprit, dans un bond de peur, que ce moment ne serait pas simple. Tout autour, des murmures naissaient. « C'est qui ? Il chante bien. On dirait qu'il connaît la chanson. » Ces mots, lancés à la volée, semblaient vouloir recoudre un fil qui n'était pas encore visible. La voix de Clémence se fit plus ferme. Les cordes de la guitare tremblaient sous ses doigts, mais ne rompaient pas. Chaque note qu'elle choisissait avait la clarté d'un verre que l'on manipule avec soin. Elle chantait pour elle, pour Julien, pour Léa, pour la pluie qu'elle avait connue, et pour quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait encore nommer, une possible reconnaissance. Les projecteurs dévorèrent la couleur gâchée, mais la chanson résistait. La salle entière, d'un mouvement presque animal, se pencha vers le son. Et puis, alors que la berceuse allait atteindre sa hauteur la plus pure, Pierre augmenta d'un ton. Ce n'était plus un murmure. Sa voix, portée par quelques souvenirs anciens, commençait à remplir les interstices entre les paroles de Clémence, la recouvrant sans l'écraser. C'était une voix de père,
de veilleur nocturne, d'homme qui a attendu longtemps un écho, elle portait le tremblement d'un cœur qui se rappelle. Dans la pénombre du public, Léa laissa échapper un petit cri muet, comme si une porte qu'elle avait oubliée venait d'être poussée. La salle, qui avait d'abord ri, s'arrêta. Les rires tombèrent comme des feuilles en automne. Quelque chose avait changé, non pas par la mise en scène, mais par la vérité qui s'était immiscée entre deux voix. Les caméras, qui captaient tout, enregistraient maintenant ce basculement de sens, même si personne n'aurait su dire encore de quoi il serait fait. C'est sur cette note que la tension, telle une corde, atteignit son point mort. La peinture continuait de couler, mais elle n'était plus le centre. La musique était devenue l'arme la plus affûtée de Clémence. L'attention s'était déplacée. Les mains se crispèrent devant les visages, certains cherchant à prendre une photo, d'autres à prier sans le nommer. Dans les coulisses, un technicien échappa un juron étouffé, non pas colère, mais par la stupeur de voir un plan si savamment préparé se dissoudre dans l'humanité. La première partie de la nuit se referma sur un silence significatif. Les acteurs du drame, la fillette à la guitare, le policier au badge discret, le producteur qui sentait le contrôle lui glisser des doigts, la candidate à prêter et le cireur de chaussures tenaient chacun un rôle qui n'était pas encore écrit à l'encre sèche. Le public retenait son souffle, et, dans ce silence, le chant continuait de dérouler son fil, prêt à tirer la vérité qui se trouvait encore cachée derrière les rideaux. Restez jusqu'à la fin, la meilleure partie arrive. La première partie de la nuit se refermait sur un silence lourd, mais rien n'était résolu. La peinture continuait de dégouliner en fine rivière sur le plateau, dessinant des traînées grotesques sous la lueur crue des projecteurs. Les caméras, braquées sur le visage de Clémence, captaient une vérité que la mise en scène avait cru pouvoir acheter. La musique tenait bon. Pierre resta immobile quelques secondes, comme pour mesurer la portée de ce que sa mémoire venait de réveiller. Puis il se leva. Ce n'était pas un geste calculé pour la télévision. Il traversa l'allée centrale en un pas qui semblait hésiter entre le devoir et l'instinct. Les assistants de plateau se levèrent, surpris. Certains murmurèrent des ordres, d'autres mirent la main à la poche comme pour attraper un micro qui n'aurait rien pu dire. Pierre monta sur l'estrade en silence, ses mains légèrement tremblantes, son badge caché sous la veste, mais visible pour qui regardait de près. Quand il posa ses doigts sur le bras de Clémence pour l'aider à se relever, la salle retint son souffle. « Tout va bien ?» demanda-t-il, en voix basse, comme si ce qu'il avait à proposer était fragile. La question n'était pas rhétorique, elle était pratique, parentale, urgente. Clémence leva vers lui un visage tracé par la surprise et la méfiance. La peinture avait laissé des ombres sur ses joues, ses yeux brillaient d'un mélange de défi et de honte. Elle se laissa prendre la main et se redressa. La guitare était encore contre elle, un peu couverte de gouttes colorées, mais toujours entière. Pierre ne chercha pas à parler au micro, il ne fit pas de déclaration publique. Il prit la guitare doucement, comme on prend un objet sacré, et la plaça de côté sur une chaise propre. Puis, devant une audience qui ne savait pas encore comment respirer, il tendit la main pour attirer Clémence vers lui. Ce contact fut le déclencheur. Des bras qui se resserrent, des cris étouffés, des caméras qui zooment. Il expliqua d'une voix tremblante, à la fois colère retenue et tendresse. « On va aller en coulisses. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il n'accusa pas, il ne condamna pas encore, il agissait. Tout se bouscula après ça, mais pas de la façon dont Martin l'avait prévu. Les techniciens, confus, tentèrent d'obscurcir la scène. Des employés coururent vers les régies pour couper l'image. Certaines caméras furent coupées, d'autres restèrent allumées parce que, dans la panique, personne n'eut la coordination pour tout stopper. Les réseaux reçurent la première image, un homme au visage marqué tenant la main d'une fillette barbouillée de parture, une guitare posée sur une chaise et la berceuse qui continuait de flotter dans l'air. Les téléspectateurs, d'abord curieux, comprirent vite que quelque chose de réel se passait. Backstage, l'air était électrique. Léa avait suivi Pierre, muette, les yeux humides. Elle se pencha pour effleurer la joue de Clémence, comme si un contact humain pouvait réparer un peu plus vite que les mots. « Viens avec nous », souffla-t-elle, comme une prière et une promesse. Clémence hésita. On lui avait appris à se méfier des mains tendues, mais son regard alla vers Julien qui se tenait près d'un couloir, tenant son sandwich fossilisé, une expression d'orgueil et de peur mêlée. Il fit un pas en avant. Elle prit la main de Léa. Pendant que les meneurs de l'émission tentaient d'empêcher la diffusion, les images avaient déjà fui. Les spectateurs présents dans la salle prirent des vidéos, des spectateurs en ligne relayèrent, et en quelques dizaines de minutes, des extraits de l'événement commencèrent à tourner sur les réseaux sociaux. Le hashtag Kinaki ne parlait pas de métrique, il parlait de dignité. Les premières réactions furent confuses, mais le fil changea de sens quand des spectateurs reconnurent la séquence du policier fredonnant la berceuse. Certains identifièrent Pierre sur des photos d'archives, d'autres remarquèrent l'expression incrédule de Martin, figé au bord d'une crise. Martin, quant à lui, entrait en état de panique froide. Son plan, qu'il avait imaginé et peaufiné, se retournait contre lui. Là où il avait espéré un buzz contrôlé, la transition de la honte à la tendresse, l'interview pleine de larmes feintes, se dessinait désormais une histoire plus complexe. Une fillette humiliée, un homme en civil qui se montrait humain, un producteur dont l'ombre commençait à ressembler à de la manipulation crasse. Dans la régie, des producteurs adjoints commencèrent à questionner les ordres. Certains montrèrent leur malaise,
D'autres cachèrent des messages sur leur téléphone. Une assistante, prise d'un remords tardif, envoya discrètement à un ami journaliste une capture d'écran d'un message interne montrant que la scène de peinture avait été approuvée par une équipe de coordination. Une fois postée, cette capture se propagea. Les jours qui suivirent furent un enchevêtrement de conséquences lentes mais inexorables. La chaîne lança d'abord des communiqués embarrassés, affirmant que l'incident faisait l'objet d'une enquête interne, que des sanctions seraient prises si des dérives étaient prouvées. Mais les réseaux sociaux, eux, n'attendirent pas les communiqués. Ils prirent la défense de la petite qui avait tenu sa chanson contre la farce. Des pages de soutien fleurirent, des dons furent proposés pour réparer sa guitare, des messages de musiciens célèbres affluèrent, certains proposant même des cours. Les sponsors, nerveux, se détachèrent à la file. Un ou deux annoncèrent la suspension temporaire de leur publicité sur l'émission, puis d'autres suivirent, jusqu'à ce que la production se retrouve face à une désertification partielle des parrains financiers. La presse chercha des coupables. Les journalistes fouillèrent les coulisses, interrogèrent des techniciens, retrouvèrent des échanges d'emails, des notes internes, et lentement une logique apparut. La scène n'était pas le fruit d'un accident de réalisation, mais d'une direction voulue. Martin perdit l'avantage de la surprise. Ses mots, autrefois tranchants, devinrent hésitants dans la bouche des procureurs d'opinion. Il concéda d'abord que des erreurs de jugement avaient été commises, puis tenta de limiter les dégâts en déclarant que l'intention du show avait été de sensibiliser, pas d'humilier. Ces explications sonnèrent creux face aux vidéos de la peinture et au visage d'une petite fille qui avait choisi de continuer à chanter. Sur le plan légal, des plaintes furent déposées, par des associations de protection de l'enfance, par des spectateurs outrés. La police fédérale ouvrit une enquête préliminaire pour vérifier s'il y avait eu mise en danger d'un mineur ou manœuvre délibérée pour provoquer une honte publique. La procédure ne se fit pas en un jour. Les enquêtes administratives prennent leur temps, pèsent les faits, entendent les versions. Mais l'impact médiatique, lui, fut rapide. La réputation du concours vacilla. Les directions de communication qui avaient bâti le programme sur une idée de grande émotion durent gérer la contre-offensive du public. Pour Clémence, tout cela fut comme une pluie tiède après des années de sécheresse. On lui proposa des entretiens, on voulut la prendre en photo, des bénévoles offrirent des vêtements propres, une couturière resta tard pour retirer les taches de peinture de sa robe. Mais l'essentiel ne se joua pas dans les studios. Il se passa dans l'appartement de Léa et Pierre. Là, la musique put se poser à nouveau. Léa essuya ses larmes en préparant du chocolat chaud. Pierre monta une planche sur le mur pour accrocher la vieille guitare qui, malgré tout, avait survécu. Julien dormit sur un canapé, les yeux bouffis de sommeil, heureux d'avoir été utile. Les premiers jours furent pleins de gestes simples, une douche chaude, un lit, des couvertures en plus, comme s'il s'agissait de racheter des mois de manque par un excès de sollicitude. Les questions vinrent vite, mais avec elles la pudeur d'en parler. Pierre et Léa ne posèrent pas immédiatement toutes les suppositions, ils commencèrent par laisser venir les souvenirs. Pierre prit l'habitude de poser la berceuse quand la maison semblait trop silencieuse, presque comme pour retrouver un fil qu'ils avaient perdu. Léa cherchait dans ses armoires une photo d'avant, une image émouvante d'un temps où leur foyer avait été plus bruyant de rire. Et puis, lors d'un moment où Clémence, recroquevillée sur le tapis, gratta maladroitement la guitare, elle chanta une phrase que Pierre reconnut comme si on l'avait promenée sur son cœur. Ce n'était pas seulement la mélodie qui le frappa, c'était la façon qu'avait la petite d'abréger un mot à la fin d'une phrase, un tic de prononciation que leur fille avait eu quand elle était petite. Ce n'était pas une preuve, ce n'était pas un certificat, mais c'était une odeur de mémoire. Léa s'approcha lentement et remonta la manche de Clémence par hasard. Sur son poignet, un triangle de trame usé laissa apparaître une petite marque de naissance, une tache claire sur la peau. Léa écarquilla les yeux et, sans savoir comment, fouilla son tiroir pour en sortir un petit livre de souvenirs. Il y avait là, dans une enveloppe plastifiée, une photo d'une berceuse murmurée, une petite frimousse qui souriait, et derrière, au dos, le nom de la berceuse souligné par la main mince d'une mère. Ils la comparèrent, les mains tremblantes, la photo et le visage vivant, et quelque chose, un frisson long et profond, passa entre eux. Il fallut de la prudence. On ne pouvait pas déclarer une filiation sur un soupçon sentimental. Pierre Policier savait la différence entre un pressentiment et une preuve. Il contacta une travailleuse sociale et proposa d'ouvrir une procédure d'évaluation, non pour voler une enfant, mais pour savoir d'où elle venait, si des recherches pouvaient être faites. Ils acceptèrent ensemble que la vérité administrative devait suivre ses chemins. En attendant, la décision fut facile pour eux. Ils invitèrent Clémence à rester. Pas comme une adoption signée, mais comme un foyer provisoire, chaleureux et sûr. La presse ne tarda pas à remarquer que Pierre et Léa avaient pris la petite chez eux. Les images d'un policier en civil, d'une femme qui caressait la tête d'une enfant, firent le tour des plateaux météo. Certains commentateurs cherchèrent à dramatiser la situation, une histoire dramatique comme au cinéma. D'autres dénoncèrent l'exploitation télévisée. Des donations affluèrent pour aider à réparer la guitare. Un artisan luthier, touché par la vidéo, proposa de restaurer l'instrument gratuitement. Un petit atelier de quartier s'offrit pour recoudre la robe tachée et lui rendre une dignité sur laquelle Clémence pourrait s'appuyer. Ce qui transforma le bruit initial en une vague durable fut la manière dont les habitants de la ville se réapproprièrent l'histoire. Des voisins vinrent offrir du pain, une barrière de solidarité se construisit autour d'elle,
Et Julien, initialement consterné par l'attention, trouva une place d'honneur auprès des bienfaiteurs. Lui qui avait passé des jours à cirer des chaussures et à observer les passants, devint le dépositaire des histoires de rue. Il racontait comment ils avaient trouvé la carte, comment ils avaient eu peur d'y aller, comment finalement ils avaient marché ensemble. Martin, à l'inverse, sentit le sol se dérober. Les premiers sponsors envoyèrent des lettres exigeantes, la direction du réseau lui donna un avertissement officieux et certains partenaires menacèrent de rompre tout contrat. Des employés, fatigués de travailler dans des climats où l'émotion se payait en larmes forcées, se tournèrent vers la presse pour livrer des témoignages. On apprit que l'idée de créer un moment n'était pas isolée. Des notes internes révélaient que l'équipe cherchait des moyens de pousser les récits vers la catharsis, parfois au détriment des personnes réelles qui les incarnaient. L'une après l'autre, des petites fissures apparurent dans la façade du producteur. Il resta cependant obstiné jusqu'à l'excès. Il fit des déclarations publiques, tenta de se justifier en parlant de narration, feignit la contrition, et quand cela ne suffit pas, cherchait à reprendre la main sur l'événement en téléphonant à des personnalités influentes. Mais la machine de la réputation, une fois enclenchée, est difficile à renverser. Le public, qui avait d'abord été une piste à exploiter, devint un tribunal moral. Les applaudissements s'évaporèrent et furent remplacés par des dénonciations. On demandait désormais des comptes. La chute de Martin ne fut pas soudaine comme dans un roman, mais progressive, faite de retraits de confiance, de contrats qui n'étaient pas renouvelés, d'enquêtes administratives sur les pratiques du studio. Il dut laisser un poste qu'il avait occupé en maître, et au moment où il quitta le plateau pour la première fois, en un costume froissé de fatigue, la maison de production annonça qu'elle réviserait ses procédures. Ce n'était pas une condamnation judiciaire immédiate, mais une sanction sociale et professionnelle claire. On ne pouvait plus faire comme si la dignité d'un mineur était un accessoire dramaturgique. Pendant ce temps, la réparation la plus importante se fit loin des panneaux lumineux. Luthier après luthier examina la vieille guitare. Certains refusèrent d'y toucher, estimant que l'instrument portait trop d'histoire. Finalement, un artisan du quartier accepta, promettant de garder la trace des coups et des taches comme des repères, mais d'en refaire les cordes, de resserrer la table d'harmonie et de polir le manche. Quand il la rendit, il la remit avec une housse neuve et un petit chiffon pour essuyer les doigts. « Elle chante encore », dit-il, la voix humble. Clémence pleura en la serrant. Ce n'était pas la transformation en star, mais une réparation qui parlait de continuité. Lentement, un réel apprentissage prit forme. La berceuse, qui avait été l'âme de la rencontre, devint l'axe d'un travail plus profond. Un professeur de chant d'une association locale proposa de donner des cours gratuitement. Une chorale de quartier l'invita à répéter avec elle. On lui apprit la technique, bien sûr, mais on lui apprit aussi la prudence. Comment choisir les lieux, comment dire non, comment se protéger dans des univers qui, parfois, ne sont pas bienveillants. On lui offrit des contrats modestes pour des événements locaux, certains organisés par des ONG qui avaient suivi son histoire et souhaitaient la soutenir sans la mettre en vitrine. La reconnaissance la plus bouleversante survint la première fois que Pierre et Léa lui montrèrent des photos anciennes. Il y avait des images d'un petit appartement, de jouets, de rires. Léa parla, d'une voix faite de tremblement mais aussi de force, de la journée où leur fille avait disparu, mot qu'ils avaient peu prononcé sans que la douleur ne revienne. Elle raconta une après-midi trop brève, une distraction et la suite confondante des recherches qui n'avaient rien donné. Il n'avait jamais cessé d'espérer et avait appris à vivre avec une absence qui creusait parfois la maison comme un vide audible. Montrer une photo, pour eux, c'était partager une peur recomposée, et la ressemblance de Clémence avec l'enfant sur l'image fut tellement frappante que tout le monde connut à la fois l'espoir et la peur. La procédure légale s'enclencha avec précaution. Des tests et des vérifications furent demandés. Documents d'hôpital, registres, interviews avec les personnes qui avaient connu la fillette disparue. Ce travail, long et méthodique, dîne compte du trauma et de la nécessité de protéger l'enfant contre des révélations trop précipitées. Les autorités compétentes firent les recherches nécessaires. À mesure que les éléments concordaient, date de naissance, lieu fréquemment visité, la mélodie unique transmise de mère en mère, un faisceau d'indices se forma. Ce n'était pas une confirmation instantanée, mais c'était une route tangible vers la vérité. Dans l'attente, la famille improvisée se construisait. Les gestes furent simples. On acheta une brosse à dents de couleur, on découvrit un habillage de lit qui plaisait à Clémence, on laissa Julien dormir souvent à l'appartement et partager les repas. Ils allaient au parc les dimanches, le trio s'éclairant parfois d'une chanson impromptue au coin d'une fontaine. Et la berceuse redevint un refrain qui traversait la journée. Clémence, qui avait longtemps survécu au monde par petites touches, apprit à accepter les bras tendus sans se méfier à chaque fois. Elle se souvenait encore des rues, des nuits froides, des regards qui se fermaient. Mais elle goûtait aussi à la douceur de se voir prise au sérieux par des adultes qui ne cherchaient rien en retour. Puis vint le jour où l'enquête donna des résultats suffisamment probants pour parler de réunion. Les documents et les indices empilés par la travailleuse sociale, par des anciens voisins et par quelques détails concordants scellèrent la possibilité d'un lien familial. La reconnaissance n'arriva pas comme un coup de théâtre, mais comme une inondation lente et précise. Les pièces du puzzle se mirent en place.
Léa et Pierre entendirent un numéro de dossier, la voix qui confirmait que des recherches plus poussées établissaient un lien fort entre l'enfant et leur dossier d'un passé qu'ils n'avaient pas voulu enterrer. Et toutes les barrières de prudence se transformèrent en une fenêtre ouverte. Ils ne firent pas une fête immédiate, les acteurs administratifs resteront, procédure, entretien, signature. Mais la décision personnelle fut prise comme une évidence. Ils voulaient que Clémence grandisse avec eux, au moins pour l'instant, qu'elle connaisse un foyer, qu'elle puisse, petit à petit, recoudre les bords déchirés de son histoire. Ils comprirent que la route serait longue et exigeante, qu'il faudrait donner des explications qu'ils n'avaient pas et trouver des réponses qu'ils ignoraient, mais ils voulurent être présents. Clémence, d'abord prudente, accepta. L'idée d'un foyer, après tant d'instabilité, lui parut une île. La chute de Martin et la réparation de la dignité de la fillette furent accompagnées d'un autre phénomène. Le pouvoir transformateur de la musique se manifesta à petite échelle. Des écoles de musique offrirent des bourses, une fondation mit en place un fonds pour aider des enfants des rues à accéder à des cours, et un petit documentaire indépendant commença à être réalisé sur l'histoire de Clémence, non pour la transformer en mythe médiatique, mais pour réfléchir aux limites du spectacle et aux conséquences humaines. La ville, qui avait assisté au moment comme à un spectacle, commença à se regarder autrement, à questionner ce qu'elle acceptait d'acheter comme divertissement. Les semaines passèrent, et la vie prit une cadence plus douce. Clémence apprit à dormir la nuit dans un lit qui ne s'ouvrait pas sans prévenir. Elle prit des cours de musique, mais aussi d'histoire, de calcul, de lecture, avec des professeurs bénévoles qui venaient parfois chez eux. Julien trouva un petit job dans un café où le patron, touché par son histoire, lui offrit un emploi à mi-temps. Il y avait des jours de tension, des silences lourds, des cauchemars que la petite gardait et partageait parfois en gémissant. Mais il y avait aussi des jours de soleil, où sa voix s'envolait dans des lieux sûrs et où elle retrouvait la certitude que sa musique pouvait toucher sans être vendue. La justice sociale, elle, suivit son cours. La production changea de directeur artistique, la chaîne réévalua ses protocoles et les associations demandèrent un dialogue pour prévenir ces pratiques. Les réformes furent discutées, certaines lenteurs bureaucratiques furent accusées, mais une chose était claire, la honte de la fillette n'était plus une ressource contrôlable pour faire de l'audience. Les maîtres d'antenne durent apprendre à respecter l'humain avant le spectacle. Il y eut des moments de fête modestes. La guitare restaurée fut jouée pour la première fois devant un petit public de voisins et d'amis. Julien, en tenue de serveur, ouvrit la soirée avec un sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas une façade. Léa pleura quand la première note s'éleva, nette et propre, et Pierre, debout à côté d'eux, couvrit sa bouche de la paume, incapable au départ de contenir l'émotion. Quand la berceuse commença, la voix de Clémence avec une assurance nouvelle, non pas celle d'une star formatée, mais celle d'une jeune fille qui avait trouvé un chemin pour affirmer sa dignité. La caméra du documentaire saisit ces instants sans en faire un tapage. On voulait raconter la vérité et respecter la pudeur. Un journaliste respecté, invité à couvrir la remise de la guitare, fit un portrait doux et intelligent, humanisant toutes les parties, montrant l'erreur de la production et la force d'une communauté qui avait su protéger une enfant. Le public, qui avait d'abord cru à un spectacle, se réamorça à l'écoute. La leçon prit corps, il ne suffit pas de s'indigner. Il faut proposer une alternative. Les mois qui suivirent consolidèrent la famille qui s'était formée. Les procédures légales avancèrent vers une conclusion favorable à l'adoption, mais pas miraculeusement, ni sans le bon déroulement requis. Des entretiens, des vérifications, des décisions administratives et judiciaires. La patience enseigna la sagesse. En attendant, la vie quotidienne refit surface, la routine des repas, l'école, les cours de musique, les dimanches à marcher. Le passé resta présent, mais il ne contrôlait plus chaque instant. Un jour, alors qu'on pensait que la tempête médiatique s'était calmée, Clémence monta sur une petite scène d'un café associatif pour la première fois depuis l'événement. La salle était petite, pleine d'amis, de voisins, des gens qui avaient suivi l'histoire et d'autres qui avaient simplement voulu entendre une voix fidèle. Pierre et Léa étaient assis au premier rang, Julien tenait la porte, et la guitare reposait dans ses mains comme un prolongement d'elle-même. Elle entama la berceuse, la mélodie s'étira, claire, sans artifice, dépouillée. À un moment précis, une voix masculine s'ajouta derrière elle, douce mais assurée. Ce n'était pas un policier en uniforme, ce n'était pas une star, c'était Pierre, qui semblait avoir appris à chanter autrement que dans un intérieur secret. Ils chantèrent ensemble, en harmonie simple, sans mise en scène, et la voix de Pierre apporta une chaleur qui n'était pas faite pour l'écran, mais pour la maison. Les applaudissements furent mesurés, et la salle resta plus longtemps dans le silence que nécessaire, comme si l'on voulait préserver la résonance de la chanson. La fin de la représentation se déroula sans éclat spectaculaire.
Des personnes vinrent dire merci, d'autres offrirent un peu d'argent pour un avenir musical, quelqu'un offrit une partition à noter, et un homme près du bar posa à Clémence une question simple. « Quelle est la chose qui te rend le plus heureuse quand tu chantes ?» Elle réfléchit, lissant nervure par nervure le bois de sa guitare, et répondit « Que les gens ne regardent pas ce que je suis, mais ce que je dis. » La vie n'effaça pas totalement les blessures. Il y eut des jours où la mémoire revenait, où la peur s'insinuait, où la célébrité, modeste, réelle, frappait à la porte. Mais à chaque moment difficile, elle avait autour d'elle des personnes qui savaient quand parler et quand se taire, comment offrir un abri plutôt qu'une réponse. La musique resta sa boussole, un moyen de relier plutôt qu'exposer, une langue pour dire les choses qui ne se disaient pas autrement. Un an après la nuit où la peinture avait tracé une sale ligne dans la lumière, la ville organisa un petit concert en plein air pour les initiatives de solidarité. Clémence fut invitée à chanter, non comme un produit de consommation émotionnelle, mais comme une ambassadrice d'une cause, l'éducation artistique pour les enfants vulnérables. Elle arriva avec sa guitare, la housse portant encore la signature de l'artisan qui l'avait restaurée. La scène était simple, un parterre de chaises et des guirlandes qui clignotaient doucement. Pierre et Léa, main dans la main, s'installèrent dans la foule. Julien, maintenant employé, applaudit en faisant un geste discret à la caméra qui restait à distance respectueuse. Quand elle monta sur scène, elle sourit. Et ce sourire n'était ni arrogant, ni effrayé. Elle prit la première note, puis la seconde, et la berceuse commença. Mais ce soir-là, elle transforma la chanson en un hymne à la maison, à la réparation, à la possibilité d'un amour que l'on choisit. À mi-chemin, elle fit une pause et regarda la foule. « Quand quelqu'un vous tend la main, dit-elle simplement, ne pensez pas tout de suite qu'il veut profiter. Parfois, il veut seulement vous aider à marcher. » Un murmure parcourut l'assistance. C'était pas la salle qui parlait, mais les cœurs qui se reconnaissaient. Puis elle reprit, et Pierre, cette fois, se leva dans la foule, non comme un policier, mais comme un homme qui avait chanté pour retrouver un écho. Il entonna une phrase, comme il l'avait fait la première nuit, et la voix se mêla à celle de la fille qu'il aimait. L'effet fut le même qu'au début. Les visages fondirent, beaucoup pleurèrent, mais cette fois les larmes n'étaient pas de honte, mais de réparation. À la fin de la chanson, ce n'était pas la télévision qui donnait la dernière parole, mais la ville elle-même. Des gens qui se connaissaient, qui avaient choisi d'être là pour voir ce qu'avait fait la musique et pour comprendre la valeur d'un regard. Les applaudissements furent longs, non parce qu'on avait produit un moment, mais parce qu'on avait assisté à une vérité retrouvée. Sur le chemin du retour, Clémence posa la guitare à côté d'elle dans la voiture. Elle regarda Pierre et Léa, puis Julien qui conduisait, et se sentit enfin légère d'un poids qu'elle n'avait su nommer avant. La justice avait commencé à réparer, la musique avait ouvert des portes, et la communauté avait choisi de se lever. Rien n'était parfait, les procédures suivant leur cours, les blessures se refermant par étapes. Mais il y avait désormais un foyer, une maison où l'on savait chanter les berceuses, sans que personne n'essaie d'en faire un spectacle. La petite chanson, qui avait commencé par des cordes cassées et des doigts habitués aux nuits froides, continuait son voyage. Elle ne promettait pas la gloire ni la richesse, elle promettait quelque chose de plus rare, la reconnaissance. Et parfois, reconnaître quelqu'un suffit à changer le monde. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de trouver une main qui aide, et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus ému. Ensuite, restez curieux. Il y a d'autres récits qui rappellent que la dignité humaine vaut plus que n'importe quel spectacle.